Au commissariat de Valence, 40 policiers exercent au quotidien des activités de police judiciaire. Vous allez suivre la face cachée de leurs enquêtes, notamment les moments forts vécus par leur chef, le commissaire Clémence Mermet, dont c'est le premier poste. Avec Patrick, le chef des stupes et sa brigade, vous allez vivre une enquête à rebondissement sur un important réseau de trafic de drogue. Nous serons aussi aux côtés de Claude et du groupe criminel. Ils tentent d'élucider un cambriolage qui a tourné au drame. Mais pour commencer, voici l'équipe de Philippe, lancée à la poursuite d'un détrousseur de personnes âgées. C'est la plainte ? Dans la région de Valence, les personnes âgées étaient autrefois la cible d'un gang appelé les chauffeurs de la Drôme. Ils torturaient ces personnes pour les dépouiller. Aujourd'hui, si les méthodes ont changé, les voleurs s'attaquent toujours aux plus faibles. On a un collègue qui arrive. Ce jour-là, Jérôme et Joseph se rendent chez une retraitée, victime d'un vol par ruse, autrement dit par usurpation d'identité. Le voleur s'est fait passer pour un employé du gaz. Ouais, alors on peut peut-être mettre vite fait là. C'est seulement pour avoir quelques précisions sur votre emploi du temps du matin, si vous êtes sorti, si vous n'êtes pas sorti. Je fais mon journal et le soir. À quelle heure? Le journal, j'y vais de bonne heure, moi 10h. À 10h? Je peux m'asseoir? Oui, oui, absolument. Au niveau de l'argent, vous avez toujours une somme d'argent comme ça ou ça faisait pas longtemps que vous étiez allé la chercher? C'est-à-dire, c'est mon fils, il me prend 350 €, ça m'a fait mon mois. Ouais. Et il m'en restait 280. D'accord. Il a dit qu'il passait pour l'eau, donc il a ouvert là-dessous et il lui a dit allez voir, on va aller voir la salle de bain. Après il est revenu, il dit bah ça fait 60 €. Il m'a dit normalement c'est ça, mais comme il n'y a pas beaucoup à faire, il me dit je vous en demande que 60, voilà. Il a eu l'air de me faire un cadeau. Donc la mamie elle a sorti la petite pochette où elle met son argent, elle lui a donné les 60 €. Et là, il lui a dit, mais allez voir à la salle de bain si ça coule bien normalement. Et quand elle est revenue, après qu'elle a voulu reprendre son argent, il n'y avait plus rien. Et puis quand j'ai voulu aller faire mes courses, je me suis aperçue que pendant le temps que je suis allée à la salle de bain pour voir si les robinets étaient bien fermés, si ça coulait plus, eh bien, il était parti. Le type, c'est un type européen? Oui, un petit peu comme vous et moi, comme tout le monde. Ouais. Ça pourrait être vous, ça pourrait être vous. Hein. Je ne suis pas physionomiste, je vous dirais. Je regarde si je peux trouver des empreintes, comme il est venu dans la salle de bain, il a fait croire à la mamie qu'il a rangé les robinetteries. Donc on ne sait jamais, il a pu s'appuyer, il a pu, en faisant semblant, toucher. Si on pouvait trouver une empreinte, ça simplifierait bien les choses. Vous pouvez me dire si c'est une de ces personnes qui est passée chez vous? Voilà. C'est seulement des suspects qu'on a un petit peu pour l'instant. Donc cette personne, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Non. Ok. Non plus. Non plus. Lui, c'est pris d'un peu loin, mais... Non. Il avait pas de mousse. Et il avait une moustache ou... Non. Non, pas de moustache? Il a touché quelque chose? Apparemment, il a ouvert le placard, il a regardé sous l'évier. Mais pas de paluche. Ben si, j'en ai une là sur le placard. Oui. La technicienne de l'identité judiciaire identifie la trace d'une paume de la main laissée sur le buffet. Bon, madame, on vous laisse. Elle part à l'analyse. On fait le maximum et puis si on a des nouvelles, on vous tient au courant, d'accord? On me dirait un peu. Au revoir madame. Au revoir, madame. Malgré le renforcement des patrouilles, le malfaiteur persiste. En un mois, il a fait une dizaine de victimes. Il opère toujours de la même manière, repère une personne âgée, sonne à sa porte, lui propose ses services d'électricien ou de plombier et mentionne EDF-GDF. Les témoignages ont beau être fragiles, les victimes se souviennent de ce qui leur est arrivé. Ben, il a frappé et moi, bonne femme que je suis, je lui ai ouvert. Ma voisine m'a téléphoné en me disant il y a un gars de l'EDF qui est là. Il me dit madame, je suis de l'EDF, je veux bien. Je viens pour vérifier le gaz. Mais j'ai dit, mais il est où vous avez votre carte où? Il a regardé avec une lampe le compteur en haut, c'est tout. Il est venu gratter au chauffe-eau, là. Je lui ai dit, mais mon chauffe-eau, il marche bien. Il m'a dit, mais attendez, je vais voir. Après, il prend un tournevis, puis il gratte un peu, là, il a tiré la cuisinière juste là. Après, il a touché là-bas, il dit, mais c'est pas conforme, ça.
J'ai dit, je vous dois quelque chose. Il m'a dit, oui, 27 €. Alors je les lui ai donnés. Il y en avait pour 50... 60 €. Moi, je lui dis, bon, bah, on paye et puis c'est tout. Alors je dis à un petit marin, écoute, va aller chercher dans le porte-monnaie. Parce que je voulais voir ce qu'il faisait. Mais lui, la machine était ouverte. Oui. Comme je ne l'ai pas fermé. Voilà. Alors, du temps que vous regardez la lumière, moi, il a pris les sous. Il y avait combien dans le sac? 450 €. Plus les 60 € qu'on lui a donnés. Alors nous sommes sortis vite, courir, il avait complètement disparu. Après, je me suis dit, tu t'es encore fait avoir une fois. Voilà ce que je me suis dit. Physiquement, 40, 45 ans. Oh, une quarantaine, 45 ans, hein, j'ai pas demandé, mais... Oh, je sais pas, la quarantaine. 40, 45 ans, je peux pas dire plus. Il était habillé comment? En bleu. En bleu de travail. Ben, il avait un jean. Un jean. Un blouson. Un pull un peu chiné. Bien barbu, ça là. Très mal rasé. Il avait une petite moustache. Je crois qu'il avait des petites moustaches. Parce qu'après, on m'a dit que quelqu'un l'avait vu, il n'en avait plus. Donc, c'était des moustaches qui se mettaient, lui, pour se rendre chez certains clients. Il a des yeux clairs, il n'a pas des yeux noirs. Hein. Ah, mais poli, pas insolent, ni le type, les gros bras. Il m'a pas violenté, ni rien du tout. Hein. Il a été correct avec moi. Hein. Nerveux. Nerveux. Beaucoup nerveux. Les vols par ruse et les cambriolages se multiplient à Valence, à tel point que la police a créé une équipe spéciale, le GAB, pour Groupe des atteintes aux biens. En ville, écoutant leur intuition, 2 des enquêteurs photographient un homme qui leur semble suspect. Le mec qui a... Le gars du suspect, ouais, que j'ai fait ce matin. Enfin, une des photos, c'est celle qui ressort le mieux. Ah ouais? Ouais. Pas mal. Ah ouais. La casquette, hein, c'est bien... Ouais. Bah écoute, hein, si on le revoit dans le quartier, hein, on va s'intéresser à lui. Photo en poche, 2 policiers du GAB retournent patrouiller dans le quartier. Les gens qui ont été victimes de vols par ruse, il y en a quelques-uns qui sont passés par la poste Saint-Jacques auparavant. Ben, on va aller un peu voir dans la poste s'il n'y a pas quelque chose. Pas dans la poste, mais aux abords. Devant, aux abords, on va rester un peu là. Il y a une banque, il y a des commerces. Les indices sont maigres et ils espèrent pouvoir compter sur la chance. Le quartier Saint-Jacques, populaire et commerçant, est peuplé de résidents du 3e âge. Chacun d'entre eux est une victime potentielle. Ouais, une personne âgée comme ça qui rentre, tous les jours, elle a le même emploi du temps, le même parcours. Elle va à la boulangerie, elle va prendre sa demi-baguette, elle rentre chez le buraliste, elle va acheter son journal et puis elle rentre chez elle. C'est une proie facile, elle est facilement repérable. Et puis voilà, quoi. Il y a donc beaucoup de cibles possibles dans le quartier Saint-Jacques, mais notre couple d'enquêteurs ne distingue pas pour l'instant de suspects potentiels. Alors à mon avis, il est à pied, il vient de l'extérieur en train, parce qu'on l'a pas en photo sur Valence. Et c'est quelqu'un de l'extérieur, à mon avis, moi, c'est ce que je pense. Hein. Une 2e équipe est partie en renfort. Si le chauffeur semble perplexe, Philippe, le chef du groupe, est lui persuadé que pour trouver leur homme, c'est le moment ou jamais. De toute façon, je crois qu'aujourd'hui, on va passer au stade supérieur. Hein. Si on voit un suspect, on va carrément le contrôler. Hein. Et le gros problème qu'on a, c'est l'alerte des services de police par les victimes. Elles préfèrent en parler soit à leurs voisines, soit à leur famille. Parce que d'une part, bon, ces gens se sentent grugés. Donc elles ont un peu honte quelque part, quoi. Puis elles ont toujours, ces vieilles personnes ont toujours un peu de réticence à parler de leur argent, quoi. Mais c'est sûr qu'à l'heure actuelle, on peut supposer qu'il y a un pourcentage plus important de victimes. Hein. En haut du polygone, le rond-point, il y a le marchand de pince. Hein. Ah, vous le tapez? On se rapproche. Là, ils sont retombés sur le mec qui avait été vu la semaine dernière et qui avait été pris en photo. Monsieur. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Je travaille en maçonnerie. Et actuellement Et je cherche du boulot. Ah, vous êtes au chômage, là? Ah oui, d'accord. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème. D'accord. J'ai 44 ans, je suis marié, j'ai jamais eu de problème. Je ne suis pas connu du service. De police? La police, jamais d'agression, jamais de... Mais il y en a plein d'autres. Hein. Non, mais moi je vous le dis, vous pouvez vous renseigner. Ouais, vous allez venir avec nous au commissariat, c'est pas loin. Oui. On va vous prendre en photo. Pas de problème. Mais pourquoi ça? Parce qu'on a des séries de vols en ce moment. Ah, d'accord. Et vous correspondez au signalement d'une personne suspectée. Il n'y a pas de problème. Hein, Voilà. on présente la photo aux victimes. Oui. Et puis après on est tranquille. Hein? Pas de problème. Voilà. Par là, monsieur.
Ah non, non, je m'enfuis pas. Ah non, non, c'est pas question. Je sais pas. Je n'ai pas dit que vous allez vous enfuir, je vous dis que c'est là qu'il faut s'asseoir. Et là, vous cherchez du travail où? Bah, je fais les agences. Les agents d'intérim alors? Ah ouais, je fais les agences d'intérim. Vous êtes inscrit alors? Ah ouais, ouais. Donc là, vous sortez d'une agence là? Pardon? Ce matin, vous avez fait les Ah, agences? j'étais au café, Ah, j'étais au café ce matin. Vous n'avez pas fait les agences alors? Ah, j'ai pas fait, mais pourquoi c'est interdit? Non, je vous demande. Non, mais moi, je tourne comme je veux, hein. Oui, bien sûr, monsieur. Je n'ai rien dit, hein. On fait ce qu'on appelle des vérifications, monsieur. Vous avez raison. Hein? C'est votre boulot, vous avez... Ben oui, on est payé pour. Hein. Entrez, c'est vous. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on vous a interpellé à 11h. Oui. Donc, on va vous placer en garde à vue. Ah bon? Le temps pour nous de faire venir les victimes et vous présenter. Mais quelles victimes? Des victimes de vol, monsieur. De vol dans la rue? Je vous explique. De vol en général. J'agresse les gens? Je n'ai pas parlé d'agression, monsieur. Je vous dis que depuis 11h, au moment de votre interpellation, vous êtes en garde à vue. J'appelle mon avocat. C'est nous qui l'appelons, monsieur. Mon avocat, moi? Oui. Déjà, il dit qu'il va appeler son avocat. Personnellement, on sent quelqu'un qui connaît la musique entre nous, le jargon, et puis qui est un peu sur la défensive, quoi. Mais dites-moi, qu'est-ce que sont mes méfaits, monsieur, s'il vous plaît? On y vient, pour l'instant, on fait vos droits, Vous monsieur. mettez des gens en garde à vue sans leur dire. Si. On vous l'a dit, monsieur, c'est un vol, ok? Oui, mais vol comment? Alors, vous allez vous calmer, madame. Attends, j'ai mes droits, j'ai un avocat, je suis... Vos droits, vous les donne. Mais ne criez pas, monsieur, ne criez pas, je demande. Mais d'abord, vous m'avez dit que vous avez tué quelqu'un. Dites-moi, j'ai tué quelqu'un. Monsieur, monsieur, s'il vous plaît. Pour l'instant, on fait vos droits, on vous explique après. D'accord. C'est une affaire de vol, voilà. Monsieur, on est en France ici. Mais arrêtez de parler de France. D'abord, vous enlevez votre casquette. Hein, quand on est poli, on se découvre. Voilà. Pas de problème. Alors là, vous êtes en garde à vue ici depuis 11h. Quel endroit où on l'avait repéré, il n'avait rien à y foutre. Il n'y a pas d'agence d'intérim, il n'y a rien. Si ce n'est la maison de retraite qui est à proximité. Vous avez de l'argent sur vous? Oui, oui. Combien il y a? 565. 565? Ah, vous le savez exactement? Parce que je dois acheter à ma femme la vaisselle. On va vérifier hein, ensemble. Hein. Oui, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi ils sont pliés comme ça, vos billets? Hein? Pourquoi ils sont pliés comme ça? Le chef du GAB est intrigué. Il sait en effet que certaines personnes âgées plient ainsi leurs billets. Moi, je me reproche rien, alors. Bon, ça, je le mets au coffre. Hein. Ça, on va le mettre au coffre. On va jeter un œil là-dedans. Il a un fusible dans sa fouille. C'est bon. Bah, s'il fait un coup de faux employé EDF avec le fusible. Moi, je sens, on va dire, 60-40. De toute façon, déjà, il faudra qu'il s'explique sur ce qu'il fait tous les matins dans le quartier, alors qu'il n'a rien à y foutre. Moi, je fais des petits boulots au black. Alors, des fois, ils me disent la cuisinière, la porte ferme pas. Est-ce que vous pouvez le faire? Je lui dis oui, mais je lui dis, moi, vous me payez en douce. Elle me dit, alors faites-le, il n'y a pas de problème. Déjà, il a commencé à me dire qu'il lui arrive de faire du travail au black chez des personnes. Des fois, ce sont des personnes âgées. Les hommes de la sûreté sont sur d'eux et ils sortent donc le grand jeu. L'homme est signalisé, il est photographié, ses empreintes sont relevées et il va être fiché. Bon, Paul, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est rapidos, aller fouiller sa voiture. Vous regardez ce que je fais, monsieur. Bizarrement, le suspect a garé sa voiture loin du quartier où les vols ont été commis. La fouille ne va pas donner grand-chose, à un détail près. Les enquêteurs découvrent un porte-monnaie que les personnes âgées achètent parfois à des démarcheurs handicapés. Ça, c'est un truc de canne blanche, ça, non? C'est un objet de vieux, ça. On va l'emmener au bureau pour le présenter aux victimes. Les policiers ont convoqué les victimes au commissariat pour organiser ce qu'on appelle dans le jargon un tapissage. Le suspect est placé au milieu de policiers qui lui ressemblent. Vous vous mettez en rang où vous voulez? À gauche, à droite, au milieu. Voilà. Les témoins vont tenter de le reconnaître et ce n'est pas toujours évident. Ils ont des numéros autour du cou, là. Voilà. Vous nous dites le numéro à votre avis. Vous fiez pas trop à la tenue vestimentaire. Hein. Il y en a un qui vous inspire ou pas? Aucune des victimes n'est formelle. De ces gens-là, il n'y a personne qui est venu vous voir? Non, pas du tout. Non, non, non. Aucun je l'aurais reconnu, oh oui. Un point? Comme on disait, hein, les témoignages, surtout à ce genre de victimes assez âgées,
Ils sont pas toujours probants. Le numéro 1 intrigue tout de même 3 des témoins. Or, c'est le numéro porté par le suspect. Derrière la glace sans teint, l'homme ne peut les voir, mais la crainte des victimes est pourtant palpable. Quel numéro? Presque instinctivement, l'un des témoins a un mouvement de recul. Il se cache pour désigner le numéro 1. J'avais pensé au départ un peu au 1, puis non, parce qu'alors il était pas brun. Il se rapprocherait peut-être un peu, mais c'est pas... D'accord, pour vous, le vin se rapproche? Oui. D'accord. Allez, sortez, c'est fini. Allez, on va se parler. On va se parler. En fonction de tous ces braves gens qu'ils ont dit, en vous voyant. Hein? Ils se sont pas trompés, hein, entre les policiers et puis vous. L'interrogatoire du suspect reprend. Face à celui qui l'interroge, l'homme nie avoir volé celle qui l'accuse. Et le ton monte. Alors comment ça se fait? Déjà si j'avais volé, ils auraient crié au secours, aux voleurs, au tout des problèmes. Je suis un pauvre, j'ai une petite... Vous êtes un beau manipulateur, monsieur Bourage. Vous êtes un beau manipulateur. Vous vous énervez parce que vous voulez me faire tomber. Il y a des choses que vous n'êtes pas arrivé à le faire. Parce qu'il n'y en a pas de preuves, monsieur. Et j'ai pas fait ça. Et vous arrivez, même les gens qui ont apporté, je les ai entendus de mon propre oreille. Ils ont des doutes. Et le doute, c'est vers moi s'ils ont un doute. Les 13 n'ont pas dit que je les ai volés. Ce n'est pas possible, ça. On vous a pas dit ça, monsieur? Mais il vient de me le dire, lui. Non, je vais dire ça. Si, vous me l'avez dit. Vous voulez m'enfoncer, mais vous m'enfoncerez jamais. Vous êtes en train de pirater. Vous arrivez même pas à comment vous parlez. Vous savez même pas comment vous parlez. Vous savez même pas. Vous êtes, je crois, vous mettre, le flic vous mettre dans les voitures, faire les PV des voitures, ce sera mieux. C'est alors que la police technique et scientifique vient au secours de l'enquête. La trace de la paume relevée chez l'une des victimes du voleur a été analysée. Elle est comparée à l'empreinte du suspect. L'empreinte palmaire, d'un côté, ça prouve qu'il est bien allé chez les gens. Mais deuxièmement, même si les gens ne le reconnaissent pas, ça peut laisser penser qu'il est allé chez d'autres personnes qui, elles non plus, ne le reconnaissent pas. Hein. Les gens qui disent que moi je les ai volés, non. C'est eux qui m'ont payé. C'est eux qui me payent. Le seul problème, c'est que tous ces gens-là, qui sont venus vous reconnaître là, derrière la glace sans teint, chez qui vous avez travaillé, parce que ils vous reconnaissent, vous vous en souvenez, où on a retrouvé vos empreintes, tous ces gens-là, après votre départ, ils ont constaté qu'il manquait de l'argent. Ah bon, peut-être. La coïncidence est quand même troublante, non? Non, troublante, écoutez. C'est vrai, par rapport au boulot que je fais, je suis fautif. Je vais vous dire pourquoi. La plus grande erreur, je sais ce que ça veut dire, c'est une abus de confiance, comme on dit, je sais pas quoi. Je joue avec l'esprit des gens. Des boulots qui coûtent 20 €, c'est vrai, je dis 80, 100. Voilà. Moi, non, je dis pas le contraire. Je ne veux pas vous fatiguer toute la journée pour dire ça. Merci. Pour lui, il fait pas de mal. En fait, il va chez quelqu'un, il lui rend service. Bon, il lui fait un peu de mal. Alors que pour lui, la facture, elle est quadruplée. Il avoue sans vouloir l'avouer. Il a du mal à l'avouer, quoi. Mais il le dit à demi-mot, en fait. Ce que j'ai dit ici, je vais le redire. Oui, mais je vous le dis. Et si le tribunal m'envoie pour 5 ans, pour 5 ans, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai fait 7 ans en Tunisie. 7 ans, j'ai tué un flic en Tunisie. C'est une menace? C'est une menace? Non, je l'ai tué. Il est mort. C'est une menace, ça? Non, c'est une façon de vous le dire. Quand moi, on m'a dit... J'ai bien pris note. Qu'est-ce que je vais risquer? 5 ans de prison, je l'ai fait les 5 ans de prison. Oh. Il n'y a pas de problème. Le lendemain matin, l'équipe perquisitionne le domicile connu du témoin, là où habite sa famille. Les policiers espèrent trouver des indices. Ils sont encore loin d'imaginer le déroulement de l'opération, au cours de laquelle ils vont aller de surprise en surprise. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous mettez les enfants dans une chambre, s'il vous plaît? En français, s'il vous plaît. Oui, les enfants dans une chambre. C'est bon? Qu'est-ce que vous voulez? On vient faire une perquisition. Et qu'est-ce que vous voulez là? Le monsieur il est dehors. Qu'est-ce que vous voulez là? Quel monsieur dehors? Le mari. Il vient pas chez moi. Ah, il habite par là? Il habite dehors, lui. Ah bon. Le mari, Je demande confirmation à votre fille. Non. Demandez. Je demande. Laisse-moi. Non, c'est moi qui lui parle. Non, c'est moi. C'est là-bas. C'est moi. Écoute. Je lui parle. Non, c'est moi d'abord. Je parle avec ma fille d'abord. Écoute, moi je fais le carême. Laisse-moi. On peut vous parler, mademoiselle? Non, mais vous lui dites ce que vous voulez. Oh putain, pas possible ça. Ça va vous tomber sur le dos. Hein. Vous dégagez avec rentre, c'est notre droit, rentre dedans là. Non, vous dégagez avec le mari du dehors.
Il habite où? Vous dégagez tout. Non, on fait une perquisition, on a le droit. Vous dégagez tout. Laisse-le. Ça suffit, madame. Arrête, on est. Voilà. Ça suffit, hein. Ça suffit. Tu te regardes, toi, hein? Oui, ben elle est On se calme, tout le monde. Écoute, monsieur, moi j'ai fait une plainte toujours avec Louis. Bon. J'ai la police. Les affaires que j'ai devoirs. Mais nous, on vérifie, il faut qu'on vérifie, on n'est pas obligé de vous croire. Écoute. Votre chambre, elle est où? Elle est là-bas, sa chambre. Elle est là-bas. On va regarder, c'est tout, on regarde. Oh. Non, il faut pas, t'as pas le droit de... C'est mon copain, là. J'ai pas de vêtements, montrez-lui. Oui, c'est mon copain, là. Mais montrez-lui, je vous jure, je vous assure. Mais qui nous disent où il habite, ce monsieur? Je vous montre à Valence, chez monsieur Nino. Et voilà, on vous le demande depuis tout à l'heure. Voilà, parce que nous, tant qu'on le sait pas, on viendra ici. Ouais, je vous l'emmène, chez Nino. Hein, donc si on a des problèmes, c'est à cause de vous. Oui. On est d'accord? D'accord. Je suis d'accord. Ça suffit, hein? Vous allez voir le rapport, je vais vous faire au cul, vous. Ouais. Ouvrez la porte quand même, 2 secondes. Non, 2 secondes. C'est mon copain, là. Y a quelqu'un là-dedans? Oui. Non, y a personne. Y a quelqu'un? Si, mon copain, là. Je sais pas, moi. Bon, vous voulez que monsieur il sorte pour qu'on regarde? Non, mais moi je m'en fous, moi je vous jure. J'habite chez monsieur Nino. Je vais demander à tous les scaliers. Attends, mes enfants, les chiens, moi. Oh, ça en va. Jette la doigt. Elle est malade. C'est interdit, hein. Faire les docteurs, elle est malade. Jette la doigt. Allez, on sort. Allez. Tu dégages. Je parle à votre fille, encore un mot. Non, tu peux pas. Elle est rentrée. Attendez-vous à avoir l'assistante sociale. Tu dégages. Voilà. On va me fracasser avec ça. Allez, on s'en va, sinon ça va être l'esclandre ici. Tu dis Yann là? Oui, bah c'est bon. Dargil Flous. Oh, hé. Qu'est-ce que t'as dit? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Bah, va au docteur là. Non, Flous, t'as parlé de Flous. Non, j'ai dit va au docteur. Non, parlé du Flous. T'as dit planque le Bah allez vérifier, apportez-moi d'aller vérifier. Ne vous inquiétez pas, on vous réserve la chaîne, l'autre chaîne. Ouais, t'inquiète pas. Au deuxième jour de garde à vue, celui qui ne l'a jamais interrogé conduit le témoin à admettre qu'il a volé avant qu'il ne verse quelques larmes. D'accord, c'est le total ce que j'ai volé. Au total, entre ceux qui m'ont donné et ceux que j'ai pris, où j'ai rusé ces gens-là, j'ai pas dépassé les 3 000. Oui, mais tout ça, si vous l'avez dit hier. Le problème, c'est ça. Parce qu'on bataille, hein. Je suis pas habitué, j'ai peur de ça. La première fois, je rentre en garde à vue. Cherchez partout. La première fois, je rentre en garde à vue. Du temps et de l'énergie, monsieur. Du temps et de l'énergie. C'est un problème. J'espère que ce sera là. C'est déjà arrivé, je peux te le dire. Demain, j'irai au procureur. Le jour même, l'homme passe en comparution immédiate devant le tribunal de Valence. Les magistrats n'ont pas retenu ses arguments. Ils l'ont condamné à 1 an de prison ferme. Pas de problème, il n'y a pas que moi qui est rentré. Oui, 25 dans le réseau, 3 GVP, on se rend 88 mèches. Le groupe de voie publique est en ébullition. Le GVP est chargé de toutes les enquêtes sur les affaires découvertes par les gardiens de la paix en opération. Mais souvent, ces hommes interviennent en urgence. C'est un forcené qui est sorti de l'hôpital psychiatrique, qui apparemment est évadé de l'hôpital psychiatrique, et qui, semble-t-il, s'est retranché chez sa mère, et qui est armé d'un couteau, il menacerait sa mère. Déjà un équipage sur place, oui, qui fige les lieux et qui nous attend. Mais bon, c'est là. Bonjour. Bon, où on en est? On a un mec qui s'est retranché dans sa chambre Oui. avec soi-disant un couteau et qui refuse de sortir. Il est tout seul? Il est tout seul. Voilà, vous êtes la maman? Oui. D'accord. Racontez-moi. Le jeune homme retranché dans sa chambre n'a pas voulu suivre les infirmiers qui l'avaient retrouvé. C'est pas gênant. Je suis infirmier. Il ne menace plus personne, mais les policiers craignent qu'il se suicide. Comment ça s'appelle? Nicolas. Nicolas. Parle-moi, Nicolas. Si tu me parles pas, je pourrais rien faire pour toi. Alors explique-moi ce qui se passe. Il fait quoi? Il me prend pour un con. Mais non, viens discuter avec nous là. Écoute, pour l'instant, il n'y a pas de médecin ici. Donc tu peux discuter avec nous. Il y a longtemps que vous êtes là? Une demi-heure? Quel corps? Il est baraqué, bien master. Il y a 36 solutions. Bon, madame. On envisage de défoncer la porte, si vous êtes d'accord. Ah, carrément. Ah oui. Bah oui. Bah oui, mais il veut pas sortir, hein. Je veux dire, on va pas... Ah oui.
S'il veut pas entendre raison, on va être obligé. On peut faire de mieux et de plus rapide. Oui. Mais bon, comme ça va quand même dégrader la porte, il nous faudra Bah, être d'accord. tant pis. Oui, oui. D'accord. Bon, bah, j'ai plus qu'à appeler le menuisier. Attendez. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Non. Allez, grand, ouvre. Ouvre. Fais gaffe, t'as de l'ongle, là. Nicolas, arrête tes conneries. C'est bon. C'est bon. Quitte pas, t'affole pas. Mais je pensais pas que c'est aussi violent. Mais c'est pas Mais on n'est pas violent. On n'est pas violent. On est là pour t'aider, Nicolas. C'est pour toi. D'accord, t'inquiète pas. D'accord. Ok. Allez. T'as pris les médicaments? Oui, Qu'est-ce que t'as pris? une boîte de 350. Où elle est où la boîte? Je l'ai jetée. Dans un sursaut de lucidité, le malheureux s'est tailladé l'avant-bras avec un morceau de verre. Voilà. Allez. On n'est pas médecin, ça va aller. Ça va bien se passer, Nicolas. Allez, Ouais, ça va, les gars. Voilà, c'est pas là, se calme, ça va bien se passer. Bon Nicolas, il va quand même falloir que tu retournes à Valmont. On peut pas te laisser comme ça. En plus, regarde, tu t'es fait mal. Et tes policiers t'accompagnent? Allez, c'est d'accord, parti. ça marche. Allez, viens. Allez, on y va. Les collègues étaient déjà là depuis plus d'une demi-heure en essayant de parlementer sans résultat, donc ça servait à rien de continuer. Ils risquaient au contraire vu le monde qu'il y avait autour, ils risquaient d'aller plus loin dans sa démarche, donc il fallait agir le plus vite possible. Donc, vous avez un remerciement du directeur. Gestion événement. Juste une gestion événement. Madame, venez voir. Vous avez de la famille? Elle est où votre famille? Oui, il y a maman et ma soeur. Mais maman, elle est âgée. Et votre soeur, elle Oui, habite je sur vais Valence? l'appeler. Oui, je vais l'appeler. Elle peut venir. J'ai mon fils. Vous voulez que je reste avec vous le temps qu'elle arrive? Non. Ça m'embête de vous laisser comme ça. Non, j'ai l'habitude. Oh là Oui, mais là. enfin quand même. Ça y est, c'est passé, c'était sur le coup. Voilà, c'est rien. D'accord. Oui, je vais boire un verre d'eau. Oui. Voilà. Je vous remercie. Écoutez, madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Elle s'est mise à pleurer, donc c'est vrai que ça fait quelque chose quand même. C'est pour ça, mais bon, apparemment ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Bon, allez. Chez les stupes, une périlleuse opération démarre. Les autres sections sont appelées en renfort. On vous a prévenu les gars? Qui serait volontaire pour venir ce soir passer la nuit dehors? Joseph? Un important dispositif est mis au point pour le soir même. Le chef des stupes est bien sûr mobilisé avec un autre de ses collègues. Même le commissaire Clémence Mermet est sur le pied de guerre. Il faut qu'on commence relativement tôt aussi parce qu'ils parlent bien dans la conversation qu'ils sont sur le retour. L'histoire est assez incroyable. Un appel anonyme a prévenu la police que des trafiquants vont passer le péage le soir même avec près de 160 kilos de cannabis. Oui, bonjour. C'est un renseignement d'un chargement qui arrive d'Espagne là. Là vous êtes sur police secours, monsieur, c'est une ligne d'urgence, c'est pas pour les renseignements. 160 kilos de shit pour vous, c'est pas urgent. Attendez, vous ne quittez pas, hein. Je vais chercher quelqu'un qui s'occupe des stupes, ça sera plus simple. Le commissaire Mermet écoute les détails donnés par la voix anonyme. La voiture c'est quoi? Des voitures volées, donc une Audi A4. Une Audi A4 volée? Tu rouvres quoi? La 4 avec quelle couleur? Noir. Noir. Et c'est où dans la voiture? C'est où c'est? Pas encore. Encore, tout simplement. Ouais. Bon, maintenant, il faut voir la véracité de ses propos, hein, mais ça vaut le coup quand même de mettre en place un dispositif parce qu'on ne peut pas laisser passer 160 kg de résine de cannabis qui remonterait d'Espagne sur Valence. À la tombée de la nuit, une vingtaine de policiers se déploient discrètement à la sortie de l'autoroute. La planque peut commencer. Difficulté de l'opération, l'autoroute A6 a 2 sorties et personne ne sait où les trafiquants prévoient de passer leurs marchandises. Des policiers vont se cacher dans les cabines de péage, d'autres attendent en voiture pour prendre les dealers en filature.
D'après les informations des policiers, une Citroën C5 doit ouvrir la route au convoi de la drogue. Et là, quand on va voir passer la voiture, dedans, il y aura du produit normalement. Ça gêne pas. Ouais. Après, est-ce que ça se fera ce soir? Demain? Pour l'instant, on ne sait pas. Planquée dans un talus avec l'un de ses hommes, la jeune commissaire aperçoit une voiture de type Citroën. Elle prévient tout le monde. Murex 2 de Murex 42. Vous avez vu le C5 là? Alternatif, encore un couple d'une cinquantaine d'années. Ok, bien reçu. Un couple d'une cinquantaine d'années. Les policiers vont attendre une bonne partie de la nuit pour rien. Faux tuyaux ou manœuvre de diversion des trafiquants. En tout cas, à 3 heures, la brigade décide de lever le camp. Bon, on lève, hein? On se retrouve au commissariat? Le lendemain matin, rebondissement. L'indicateur anonyme n'a pas abandonné la partie. Il rappelle le commissariat. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ouais, je vous avais appelé pour un renseignement là. Ouais, le partage a été effectué déjà ou pas? Non, pas encore. Il serait parti ça où? Au bourg. Au bourg? Vous êtes dans une cabine, non? Ouais. Je vois le mec qui est dans la cabine pour les 160 kilos, la carrière, on va essayer de voir. Depuis la veille, les hommes des stupes se posent des questions sur ce mystérieux informateur. La cabine d'où sont passés les appels a été localisée. 2 policiers partent en trombe pour tenter de la repérer, suivis par notre caméraman. Maintenant, moi j'ai donné une personne dans le lot que j'aime pas. Ouais, qui s'appelle? Ok. Fait souvent ce genre de retour là? Avec du produit? Une fois, 1 mois et demi, tous les 2 mois. Voilà. Maintenant, si vous voulez, je vous dis, je peux m'assurer moi que tout est chez lui. Et là-bas, vous allez savoir où il est précisément, où il le planque? Ah, il a une petite maison, un petit pavillon, un jardin. Alors Dominique va essayer de le tenir 5-10 minutes pour qu'il puisse arriver. Et vous savez quelle cabine c'est? Ouais, on sait quelle cabine, c'est la même cabine que la dernière fois. Bon, nous, ce que je vous propose, je vous donne le renseignement avant que je décolle pour la route. Et une fois qu'on est arrivé, je vous appelle. C'est bon. Elle doit être en face là-bas. Ouais. Il y a un mec dans la cabine en face. Ouais. On pourrait se voir? Non. Est-ce qu'on peut... Ah merde, ça a coupé. Il a dû voir une voiture qui arrivait à fond, quoi. Donc ça a dû un petit peu le tarabuster et je pense qu'il a coupé pour ça. La drogue serait bel et bien arrivée. Le correspondant anonyme a donné le lieu et l'heure du partage. Les stupes vont repartir en planque en espérant que l'individu rappelle. On va aller faire un petit repérage, nous. Par contre, si le mec il rappelle, je peux dire qu'il t'appelle toi. Qu'est-ce que tu veux que j'essaye de... Essayer de rassurer surtout, parce que les tuyaux ils sont bons. Hein. Le tout c'est de... Comment t'en es sûr maintenant? Elle est persuadée? Ouais, enfin, ouais, à mon avis, oui. Mais bon, après, pourquoi il me dirait ça sinon? Dans une camionnette de surveillance baptisée un sous-marin, 4 policiers surveillent le domicile du présumé trafiquant. Pas évident de passer inaperçu, même dissimulé derrière des vitres miroirs. Par contre, on peut s'y mettre la poubelle plus près que tu te mettes dans la poubelle. Comme Thierry Lhermitte dans les ripoux de... Si le camion passe poubelle, tu restes dans le camion. Au même moment, l'informateur anonyme rappelle le commissariat. Elle est où? Il est où? Il a raccroché, il n'a pas pu machiner. Voilà ce qu'il m'a dit. Hein? Donc, tu peux le... Ouais, sur le 17, là. Alors, il m'a dit qu'il s'était au box à 11h. C'est enregistré, là? Oui, il est en train de faire le partage. Qui est monté donc à 2 voitures sur Cré, sur le quartier Sainte-Anne. Donc, c'est un petit lotissement. Et il y aura une Peugeot 405 et une Clio rouge. Il n'a pas les plaques d'immatriculation. D'accord. C'est tout ce que j'ai. Bonjour. Tu me donnes le portable des stupes? Ouais, donc le gars vient de rappeler. Je suis descendu, mais il n'avait pas le temps, il a raccroché. Par contre, je suis en train d'écouter là en parallèle, hein, c'est important. Le partage aurait été fait et il se dirige sur Cré avec une 405 et une Clio rouge. Il arrive, ok. 405. Voilà, une 405 et une Clio rouge. Ok, merci.
Le commissaire Mermet et des policiers supplémentaires partent en renfort. Un seul objectif désormais, interpeller les passeurs et saisir le maximum de drogue. Ça serait l'échange entre 40 et 60 kilos. Donc ils auraient 2 véhicules. Une rouge et une 306. Au téléphone, l'indicateur a décrit les voitures des dealers et précisé le nom du pilote d'une 306 grise. À ce moment-là, il arrive une chose incroyable à la jeune femme et à son équipage. Une voiture les dépasse, c'est une 306 grise conduite par un jeune homme. Clémence Mermet fait identifier son propriétaire. On va l'identifier. Oui, c'est Clémence Mermet. Ouais, vous pouvez m'identifier une voiture, 85, whisky 26. La jeune femme n'en revient pas. Oh putain, c'est lui. Ok, merci. Ouais, merci. Putain, c'est lui. Énorme ponceau derrière lui. J'espère qu'il n'a pas vu nos gilets. On sait que lui, c'était a priori le conducteur de l'Audi A4 break noir, voilà, qui revenait d'Espagne. Allô? Allô? Oui, Clémence Mermet là. On était derrière Aldem et il est sur une route qui longe la Drôme et nous, on le suit un peu, on le filoche de loin. D'accord, à tout à l'heure. Il est où? Ils sont filoche derrière. Oh putain, ils sont fous. Patrick a raison, l'homme se méfie. Il multiplie les coups de sécurité, comme on dit. Il va d'ailleurs faire brusquement demi-tour à un rond-point. On est grillé? Il nous a vu? Il fait des coups de sécurité. Faut peut-être qu'on se planque quelque part et qu'on arrête de bouger là, parce que si on le croise 15 fois, on va... Allô? Ouais, c'est Clémence là. Il est en train de faire plein de coups de sécurité là. Il tourne de partout, donc nous on se planque, on arrête et pour pas qu'il nous repère. Donc manifestement, je pense que l'autre voiture va pas tarder à arriver. Hein. Il est peut-être en train d'effilocher, il a compris le coup. Il va dans le tour. Il fait des tours. Ouais, je pense. Ouais, bah, il fait un coup de sécurité. Hein. Il faut pas qu'il reste. Hey. Même la position du sous-marin est devenue périlleuse. Dominique va trouver un autre point de surveillance. Un verger donne justement sur la maison de l'homme qu'ils attendent. Oui, c'est pas mal. Ils sont bien installés et pourtant, leur journée va tourner court. Leur chef les appelle pour leur donner une nouvelle qu'ils n'ont jamais entendue dans leur vie de policier. Allô? Mon cul, oui. Non, qu'est-ce que tu racontes? Il s'est constitué prisonnier comment? C'est quoi ce connerie? Ouais, ok. C'est Patrick qui vient de m'appeler. Alors je sais pas si c'est une connerie, à mon avis c'est une grosse connerie. Il m'a dit LK s'est constitué prisonnier. Dans le bureau de Claude Bourrelli. On se rejoint à la moto. Ah si c'est ça, j'y comprends plus rien. Merde, eh ben, vient de m'appeler, elle dit le gars était devant le commissariat, il dit venez me chercher. Je parlais à quelqu'un des stupes et que là je l'entendrais. Alors je dis où c'est vidéo gag Non mais c'est quoi? Ce n'est pas une caméra cachée. Se sentant surveillé, l'individu s'est présenté au commissariat de Valence. Il a même insisté pour être interpellé et menotté dans la rue. Les policiers s'interrogent sur ce comportement étrange. Ce matin il a remarqué la voiture, la 307. Enfin il sait qu'on est sur son cul quoi. Moralité, il s'est livré parce qu'il veut pas... Il s'est livré. Alors il est prêt à balancer des trucs. En contrepartie, il veut savoir qui balance. D'accord. Alors, on va en discuter les gars. Mais bon, il est à la maison. Bonjour. Bon, on va discuter un peu. Tu connais pas un peu des mecs de Valence qui seraient un peu dans le trafico? De quoi tu peux nous parler un peu? Je vais vous dire, lui, c'est son frère qui lui donne son grand frère. De l'héros lui? Ouais, lui il fait que de l'euro. Rarement il va faire du shit. Ça c'est un rebondissement parce qu'en fait on retombe sur des renseignements qu'on avait dans le cadre de notre CR. Donc enfin ça confirme des éléments qu'on a vus. Notamment, par ce biais-là, on identifie un mec qui est en relation avec un des cas qu'on a sous surveillance. Les noms cités par leur interlocuteur sont bien connus des stupes. Ils apparaissent en effet dans un énorme dossier en cours. Grande interrogation des policiers, le jeune homme ne s'est-il pas rendu pour tenter de savoir où en est l'enquête de la police dans ce dossier-là? Il ne faut pas qu'il sente qu'on est intéressé par ce qu'il est en train de lire, parce qu'il est en train de rentrer en plein mille dans le dossier qui est en cours. Et ce mec-là, il n'est pas là par hasard. C'est obligé. Bon écoute, on se tient au courant? Ça marche? Ça te va? Ok? Faute de trafiquants et de cannabis, on n'entendra plus jamais parler de ce client-là. Les policiers ne veulent pas mettre en danger l'opération en cours, bien plus importante que ces 160 kilos de shit. C'est bon.
Les stupes continuent les surveillances autour du réseau qu'ils veulent faire tomber. L'un des dealers revend sa marchandise au pied de la cité. Putain, il y a déjà du monde. Dans un jardin, 2 des hommes de la brigade ont trouvé un point de vue exceptionnel sur une colline en face. Ils veulent pouvoir constater la moindre transaction. Là, en fait, on se met dans la maison. Donc en fait, le vieux qui arrive au fond, hein, c'est lui qui tourne en VTT, qui fait le chouf quand il y a des clients qui arrivent pour voir s'il n'y a pas une présence policière autour. Si je disais à ma femme où je suis, elle me croirait pas. Je dirais t'es en train de boire des coups au barème et tu veux. C'est un peu gênant. Patrick, je pense qu'on a un client là. Il y a notre objectif qui vient d'arriver et puis il y a un individu qui est en pédestre qui apparemment cherche à le voir. Il est sur la gauche là, c'est celui qui est le plus près de l'immeuble. Ok, il vient de rentrer. Donc il va chercher du produit. Ça y est, il le sort, il va au... Ok, c'est bon, il y a le deal. Bon. Le jeune policier va maintenant tenter d'identifier l'acheteur en le suivant ou en relevant l'immatriculation de sa voiture. Ouais, allô. Il monte dans un véhicule dans la contre-allée. Il monte dans une bagnole? Voilà, la voiture part, c'est une voiture grise. Je peux pas prendre le numéro, elle part vers vous. Ok, viens, on descend. Pédestre. Elle peut qu'aller vers toi si t'es dans le coin, elle est partie sur la droite. Hein. Ouais, c'est bon, ouais. 44Y. Tu veux qu'on le suive un peu ou pas? Non, non, ça sert à rien hein, maintenant. Allez, à tout de suite. Une vente de plus dans le petit carnet de l'enquêteur qui au commissariat consigne tout sur procès-verbal. Voilà plus de 10 mois que les trafiquants sont surveillés et ils sont aussi sur écoute. Des centaines d'enregistrements que les policiers ont été obligés de se partager car non seulement il faut les réécouter, mais tout doit être retranscrit. Ok. Je veux te dire que t'as eu du nouveau? Non, rien. Tu peux m'en trouver? Regarde, si on se voit tout à l'heure, je te donne un échantillon. Et tu me dis. Ouais, je te rappelle. Allez, c'est bon. Allez. Grâce à ces écoutes téléphoniques, les zonzons comme ils disent, les enquêteurs des stupes de Valence ont confirmation du tuyau donné par un informateur. Très vite, ils identifient la tête du réseau, lui aussi sous surveillance. Mais discrètement, car ils ne veulent pas attirer son attention. Putain. Ouais, mais là, attends, on est carrément en face, là. Il y a des trous dans la bâche ou pas? Une fois de plus, ils trouvent une planque imprenable dans une gare de triage à la sortie de la ville. Volet chambre ouvert. Hein. Là, on est face au domicile de l'objectif numéro 1 de notre affaire. Donc, il vit là, a priori, avec sa femme et puis sa petite fille. Ils sont installés aussi, oui, c'est vrai, pour la plupart, dans des zones pavillonnaires. Ça veut dire qu'en fait, ils sont en place depuis pas mal de temps, quoi, on peut supposer, hein, et que leur affaire marche bien. Ils éveillent pas les soupçons, c'est aussi une belle couverture, quoi, on va dire. Les écoutes et les filatures doivent servir à amasser le maximum d'informations exploitables. Ça permet de connaître ses habitudes, connaître un petit peu ses allées et venues, voir ses véhicules. Ah, ça bouge là-bas, t'as vu? Il monte dans la grise. Bah, il va démarrer. Quelle heure c'est, Toff? 12h40. Il part au nord. Atout majeur de l'équipe des stupes, les filatures. Au cours d'une réunion de travail, ils vont visionner le film du départ en vacances de 2 des trafiquants et de leur famille. Les policiers sont allés jusqu'à Marseille. Sur cette image, on aperçoit Charlie, le grossiste de Valence. Il faut savoir que ce gars-là est aidé dans son entreprise, on peut dire, par un entourage familial, que ce soit sa femme, sa mère, etc. Il y a du blanchiment de l'argent qui est généré par le trafic qui transite par ces personnes-là, quoi.
l'argent de la drogue est sur le point de sortir du territoire français, sous les yeux des policiers dont les envies d'arrestation sont évidentes. On s'était quand même posé le problème. On savait qu'il y avait de l'argent qui allait passer, en quelle quantité on ne sait pas. Et que... Ouais, enfin, c'est pas ça qu'on voulait arriver. Ouais, voilà, disons qu'on cassait le dossier pour rien, quoi. Mais disons que d'un point de vue flic, entre guillemets, bon, tu l'as, il passe les douanes, tu sais qu'il passe et tu sais qu'il passe pas vite, quoi. Donc ça te fout un peu les boules quand même, quoi. Mais les enquêteurs doivent continuer à identifier le maximum de contacts du trafiquant. Les écoutes apprennent aux policiers que l'homme a un rendez-vous à Valence. On va essayer de le prendre en photo et puis de voir si éventuellement il y a un échange, enfin de quelle origine est leur contact. Pourquoi ils se voient en fait. Pourquoi ils se voient, ouais. Voir s'il y a un échange de produits ou voir s'il y a un échange d'argent. Donc là ils auraient rendez-vous ici à droite. Alors on va essayer de voir un petit peu les lieux avant, repérer pour voir comment on va pouvoir se placer. À cet instant précis, le policier va avoir une grosse frayeur. Ah putain, il est là. Le trafiquant est bien là, mais derrière lui. Il est même en train de le dépasser. Oh putain, c'est lui. Bon, de toute façon, on va le laisser tomber. Pas de risque. Par précaution, la filature est abandonnée. Il faut maintenant tenter de savoir où la bande planque un 4x4 flambant neuf. Le but de la manœuvre, c'est de le voir repartir avec son véhicule pour voir où il va le boxer exactement. Et pourquoi? Parce que dans 15 jours, on déclenche et dans 15 jours, ce véhicule sera saisi. Donc le but du jeu, c'est quand même de le trouver, quoi. Tiens, le voilà le 4x4. Un père de famille de 43 ans avec un salaire de 1 300 € brut par mois. Ça fait un peu light, surtout quand il est propriétaire d'une villa, d'acheter un véhicule qui en fait 43 000 et de l'avoir payé en liquide. Alors là, il sort du véhicule, c'est lui, il est parti directement sur la gauche. Les véritables auteurs, ouais, c'est des mecs comme ça. Hein. Touchent pas aux produits, ils vendent de la mort et ils en vivent grassement comme des cochons. Faut pas oublier que ces mecs-là, quand même, ils sont RMistes, ils touchent la CMU, ils profitent du système à mort. Et ça te décourage jamais, ça? Le flic qui est rentré par conviction, il a dû faire 2 heures, après il a changé de métier, il est parti faire assistance sociale ou je sais pas. Donc le mieux, c'est qu'il garde le Touareg chez lui, ce qui fait que Laurent sera très content d'aller lui saisir de bon matin. Ouais. 15 jours plus tard, nous sommes dans la dernière ligne droite de l'enquête. Une centaine de policiers de Valence et de Lyon prennent les consignes. Vous avez mis les CR? Jean-Pierre Guénassien, le directeur départemental des polices, lance l'opération Tempête sur la Drôme. Le groupe d'intervention régionale, le fameux GIR, assiste la brigade des stupes. Il y a des clients. Tous les clients, c'est ça qui est important, tous les clients sont des clients revendeurs. C'est vrai que c'est un dossier qui nous tient particulièrement à cœur, le groupe STUP, mais je pense aussi l'ensemble des collègues de la sûreté départementale, parce que c'est un bel objectif et on est fiers et j'espère qu'on va arriver à le traiter correctement. Donc merci de votre collaboration et de votre professionnalisme pour cette opération. Le lendemain, à l'aube, les hommes cagoulés du groupe d'intervention de la police nationale se préparent sur un parking à l'abri des regards indiscrets. Des CRS sont présents en renfort. Toute la sûreté de Valence participe à l'opération, à commencer par les stupes. Une 60aine d'objectifs sont ciblés. Allez. Alors, Alpha. Ouais, on est là. Ici. Vous avez une radio? Ouais. Allez, zou. Bon, bonne chance, les gars. Le premier groupe part vers le domicile de Charlie. L'objectif numéro 1, l'homme suspecté de gérer sa petite entreprise familiale de trafic de drogue. Bah, la tuile, ce serait qu'il y ait le petit grain de sable, hein, qu'il soit pas là, ou... Ouais, surtout qu'il soit pas là, quoi. Parce que forcément, si on casse la maison, qu'il y a sa femme, imaginons, lui soit pas là... Vous le reverrez jamais. Ouais, il y a des chances. On va se mettre par là, tu te mets le long, là. On est pas mal. Ouais, c'est bien.
passer. Une fois que vous avez pété le portail, on entre, on se met à l'arrière du bâtiment, de la maison. Hein? Contact dans le garage, contact! Bouge pas! C'est ma moto, donc c'est là, c'est ma moto! Tu veux mon étage, tu le prends? C'est bon? C'est bon! On passe! Attends, je vais même. Bouge pas. Tu restes comme ça, tu bouges plus. T'as regardé lui? Ouais, c'est bon. Le chef de l'opération fait le tour du propriétaire et tombe sur la femme de Charlie. Vous savez pas où votre mari est? Bonjour. C'est bon. Bon, on va vous notifier une mesure de garde à vue. Vous êtes en garde à vue. Pourquoi? Trafic de stupéfiants. Les hommes du GIPN font une découverte sur le rebord d'une fenêtre. Un paquet de poudre blanche. Qu'est-ce qu'il a sorti quand on est arrivé? Est-ce qu'il a foutu sur le rebord? À quelle heure tout à l'heure? Ouais, bah c'est. Ouais, il y a de fortes chances. Héros ou quoi, certainement. C'est quoi ça? Je sais pas. Ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que je te dis? Donc, un bloc compact blanc. Et il dit, je sais pas moi. Alors dans le garage, porte gauche, un buffet. Buffet. Porte gauche. 2 plaquettes. Résine de cannabis. Au cours de la perquisition, les policiers ont la confirmation que ce couple aux revenus modestes vit largement au-dessus de ses moyens. Pardon. Sur l'étagère supérieure, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 46, 47, 48, 49. Il en manque un pour faire 50. 49, ça fait 980 €, ouais. C'est quoi cet argent? Je te dis la vérité. Ouais, c'est ce que je te demande. Je savais même pas que t'étais là. Sur la troupe, tu sais même pas que c'est là? Au moment même où le GIPN s'apprête à enfoncer la porte du domicile de Charlie, l'équipe du chef des stupes arrive dans la cité où il a constaté de nombreux trafics depuis sa cabane de jardin. C'est aussi le domicile du bras droit de Charlie. Ah, je bouge pas, hein. Attends! Je bouge pas, je bouge pas. Hein. Ça y est, c'est bon, je reconnecte, c'est réglé, c'est bon. Bouge pas. Montre tes mains, montre tes mains. Tes mains. Tes mains. C'est ton truc, mais tu montres tes mains. C'est bon, il est ok. Ça fait drôle de tomber. Parce que là, aujourd'hui, le caïd, c'est pas vous de ici. Dans voilà. Non, mais je vous le dis, moi. Vous avez fait le caïd pendant X temps dans l'immeuble. Maintenant, le caïd, c'est fini. Les policiers découvrent de l'argent, beaucoup d'argent, pour un garçon qui vit officiellement du RMI. Pour eux, c'est sans aucun doute l'argent de la drogue. Dans les parties communes, les trafiquants n'ont pas eu le temps de faire le ménage. La marchandise est cachée, conditionnée dans ce qu'ils appellent des bonbonnes. Ça risque d'être de l'héroïne. Ça, c'est quoi? Je sais pas, c'est quoi ça? C'est quoi? C'était là. Tu sais pas ce que c'est? J'habite ici, moi j'ai pas de clé de la cave. Business is business, qu'est-ce que tu veux? Hein? Est-ce que tu as déjà pensé aux gamins qui en prenaient? C'est quoi les gamins, les gens qui en prennent pour vous? C'est de la merde, hein? Les souffrances que ça engendre, hein? Hein? Tout ça pour le pognon.
Et tu vas me dire que tu crois en lui? Toi, tu crois c'est en ça. Il ne faut pas aller loin pour interpeller un autre complice de Charlie. Il s'agit du guetteur aperçu depuis la colline au moment des trafics. Son studio est dans l'escalier voisin. L'artiste, il est où le produit? La cam. Où elle est? Il l'a laissée chez toi au moment où il la laisse maintenant. Qui? Tu te fous de ma gueule? Non, mais... Je comprends pas, c'est la première fois que tu faisais... Moi, il y a un an que je te surveille. Tu veux finir où? Au trou? Non. T'as quel âge? 60 ans. T'as déjà été au trou? Non. Tu vas aller te faire enculer au trou? Les enquêteurs ne laissent rien au hasard et ils doivent aussi perquisitionner les voitures des trafiquants présumés. Dans l'une d'entre elles, l'un des policiers va faire une drôle de découverte. Elle a été faite. Ils l'ont fait la perquisition. Hop, bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas, police, bouge pas. Je suis refaoui, vous tapez. Bouge pas, bouge pas. Fais voir tes peines. Fais voir tes peines. Vous m'embarquez, pourquoi, Allez, chef? viens là, viens là. J'ai pris mon jean tout, il est là, regardez. T'as pas vu qu'il y avait quelqu'un? J'ai rien fait. Allez, sors de là. Il y a mon jean, là, chef, je vais vous dire. On va le prendre, le jean. Aïe, aïe, aïe. Putain, mais j'ai fait quoi, monsieur? Allez, mets la tête là. J'ai rien fait, monsieur. J'ai fait quoi? On m'a juste hébergé, là. Qu'est-ce que tu fais dans la voiture? Hello, gars, là. C'est quoi ton nom? Mais moi, je voudrais déjà savoir pourquoi on m'embarque. J'ai rien fait, monsieur. Pourquoi on m'embarque? Pourquoi on m'embarque? J'ai fait quoi, moi? J'ai fait quoi dans l'histoire? Trafic de stupes. Ouais. C'est bon, les 6 heures, on est dans les temps. À la même heure, assistés par des CRS, des policiers des stupes investissent l'immeuble d'un autre trafiquant présumé. L'enquêteur en charge de cette opération en a l'intime conviction. D'après les écoutes téléphoniques, le gros de la marchandise est passé par cet appartement. Je vous explique brièvement le truc. Un collègue CRS qui frappe, 2 collègues CRS qui rentrent, je suivrai avec Jean-Pierre derrière. Logiquement, il est seul avec sa femme dans la chambre. Si ça tourne comme les 11 nous l'ont dit ce week-end, il y a 15 kilos d'héros. Mais la drogue n'est peut-être déjà plus là. Charlie, le chef présumé du réseau, l'a peut-être cachée ailleurs. Son complice va pouvoir le dire aux enquêteurs. C'est pas grave, allez, on y va, c'est parti. Police! 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 Police, couche-toi, lève les mains! Lève les mains! Tiens ton chien! Tiens-le! Pas bouger, pas Sors-le, sors-le, sors-le! Sors-le! Sortez! Sors! Tiens, tu peux me serrer ça, le truc là, le truc jaune, tu le serres. Oui, c'est Laurent. Allez, précise. Objectif interpellé, pas de problème. Je vais être franco avec nous. On n'est pas ici par hasard. T'es pas le seul. T'es qu'un maillon de la chaîne. On est là pour des stupes. Il y a du produit ici dans ton box. Ou ta cave. Ici, il y a du produit. Soit tu coopères tout de suite. Tu me dis où c'est, ça évite qu'on perde du temps. C'est mon collègue, il est venu, il m'a laissé son bordel de merde. Ouais. Il est dans le garage. Dans le garage où? Là, dans le box. Là. On va aller dans le garage. Dans le box ou dans la cave? Ben lui, il a la clé de ma cave. Ouais. C'est lui qui a la clé de ma cave, il y en a dans la cave. Et il y en a dans la cave et dans le box. Voilà. Dans le garage du suspect, les policiers découvrent la caverne d'Ali Baba. Oh, facho de merde. Dans le sac rouge, les stupes de Valence vont toucher le jackpot. Ouais, c'est bien Dédé. C'est bien. Dédé, il est bon. Ça va, les enfants, plus. Ouais, c'est des salles. Et les policiers n'ont pas encore visité la cave. Après l'avoir fouillé, le compte est bon. Plus de 17 kilos de drogue, conditionnée en savonnette recouverte de plastique noir ou brun. Sans doute de l'héroïne, mais seuls des tests le confirmeront plus tard. Allez, où il est? Venez. Les trafiquants présumés vont défiler par dizaines, par ordre croissant d'importance. Messieurs, bonjour. Éparpillés dans plusieurs commissariats, ils vont très vite être interrogés. Si tu veux qu'on règle le cas de ta femme rapidement, qu'on puisse faire en sorte qu'elle traîne pas ici, toi il faut que maintenant tu prennes tes patins quoi. Charlie, le chef présumé de la bande, ne lâche rien au cours de ses interrogatoires. C'est l'heure de vérité pour les hommes de la brigade. Il s'agit d'héroïne, de l'héroïne brune,
la terrible brown sugar, le sucre brun. Voilà, donc là, ça réagit positif au brown sugar. Donc c'est de l'héroïne brune. Plus de 17 kilos d'héroïne. À cette date, c'est la plus grosse prise réalisée en France par les GIR, les groupements d'intervention régionaux. L'équivalent de 425 000 €, près de 3 millions de francs. Les stupes de Valence viennent de boucler leur enquête. 11 mois de travail et de pression qui se terminent dans la joie et non sans une certaine émotion pour leur chef. Ça, c'est beau, hein? C'est beau! À votre santé alors! Le succès de l'opération Tempête sur la Drôme mérite d'être fêté. Même si pour les stupes, remporter une victoire, ce n'est pas gagner la guerre contre les trafiquants. Notre devise au stup, on a un blason qui nous est propre, c'est Certere Protinus, ça veut dire combattre à jamais. Et ben en fait c'est ça, quoi. Si on se dit bon voilà on a gagné, en fait on a perdu, c'est une bataille sans fin. On n'y verra jamais le bout, mais c'est ce qui nous fait bander entre guillemets. Ce matin-là, un autre groupe de policiers demande le renfort des autres sections. Le groupe criminel va opérer une série d'interpellations dans le cadre d'une affaire d'agression et de séquestration à domicile qui a mal tourné 7 mois auparavant. Un vieil homme y a trouvé la mort. À 6 h du matin, heure légale d'intervention, les 3 policiers en charge du dossier frappent à la porte d'un témoin capital pour l'enquête. Bonjour monsieur, c'est la police. On vient chercher. C'est le juge qui veut le voir. Il n'est pas là? Non, parce que ce nuit-là, il a passé la nuit chez mes parents, Ah. exceptionnellement. La perquisition ne donne rien chez la sœur de l'homme recherché. Au même moment, Jean-François était chez ses parents où d'autres policiers l'ont interpellé. Le responsable de la section criminelle rejoint ses collègues qui ont commencé la perquisition. Le frère du jeune homme fait de la résistance. Il a eu fait des conneries, tu le sais bien. Donc voilà, ouais, ben donc on a des enquêtes en cours. Non, mais on a des enquêtes en cours. Ouais. C'est jamais lui qui fait rien du tout. On a des enquêtes en cours, il faut qu'on lui pose certaines questions. Bon, on ne va pas déclencher la troisième guerre. Voilà, ben, c'est ce qu'on va voir avec lui, c'est tout. Il n'y en a peut-être pas pour longtemps. Direction Romans. Une dizaine de suspects gardés à vue vont être interrogés dans plusieurs commissariats de la Drôme pour éviter tout contact entre eux. Au même moment, Marc, un jeune détenu, est extrait de sa prison près de Saint-Étienne. C'est le suspect numéro 1. Il purge une peine pour une autre histoire. Notre affaire, elle, commence 7 mois plus tôt dans cet immeuble, quand une figure de la communauté arménienne de Valence est retrouvée grièvement blessée à son domicile avant de mourir à l'hôpital. Le jour des faits, c'est une jeune voisine de la victime qui la découvre, inerte, dans le local à poubelle de l'immeuble. Je suis rentrée, il était allongé par terre en position fétale et c'est tout. Et puis il bougeait pas. J'ai essayé d'appeler quand je suis rentrée, j'ai fait un peu de bruit pour voir si quelqu'un bougeait. Et puis la personne ne bougeait pas, donc bon, j'ai refermé, j'ai appelé la police de suite. Après, ils m'ont dit de venir voir qui c'était et j'ai reconnu que c'était mon voisin. Mais quelque chose sonne faux dans cette affaire. Les policiers s'interrogent, ils ne comprennent pas comment la victime a pu descendre du premier étage jusqu'au local à poubelle. On ne savait pas s'il avait été poussé, si c'est lui qui a rampé jusqu'au local à ordures, s'il y avait de la mise en scène, si c'était les auteurs qui l'avaient caché là, histoire de gagner du temps. Enfin bon, c'était vraiment difficile à recoller déjà au départ. Des inconnus ont enfermé la victime dans ses toilettes pour fouiller son appartement. Après quelques minutes, l'homme retenu en otage réussit à s'enfuir par une petite fenêtre donnant sur une cour. Il a fait une maigre cordelette avec la tringlerie là, du vasistas. On ne sait pas s'il est sorti tête la première ou les pieds d'abord. Et en tout cas, il a fait sa chute sur un étendoir là, qui était dans une cour où il s'est retrouvé complètement bloqué, enfermé. Et il a eu comme seule solution de casser la vitre du local à ordures pour tenter de sortir. L'homme agonisera pendant des heures. À chaque disparition d'un membre de leur communauté, les Arméniens de la région se retrouvent pour un dernier hommage.
Un autre élément trouble les enquêteurs. De la nourriture a été découverte dans les toilettes de l'appartement, comme si ces voleurs avaient donné à manger à leurs victimes. Sa mort n'était donc pas préméditée. L'enquête piétine. Les policiers multiplient donc les vérifications. Des suspects sont désignés par la rumeur publique. Les enquêteurs vérifient chaque détail. Ils interpellent les personnes suspectées de colporter des rumeurs. Vraies ou fausses, toutes les informations doivent être passées au crible. Vous voyez de temps en temps le jeune qui est en dessous, là, vous le voyez de temps en temps? Je passe dans le quartier là en ce moment et je le vois jamais rentrer. La rumeur se fait soudainement plus précise. Les auteurs seraient des cambrioleurs déjà connus des services de police. Si on te demande des photos, tu peux les reconnaître. Qui t'y a déjà vu chez toi ou vers chez toi? Parce que c'est sûr qu'il y en a. L'heure des comptes a sonné. Sur les 6 personnes interpellées au petit matin, 2 intéressent plus particulièrement les policiers, et notamment Jean-François, celui qui a été arrêté chez ses parents. C'est qui demande? C'est Philippe. Allez, assieds-toi. Mais aussi Marc, le prisonnier que les policiers sont allés extraire de sa maison d'arrêt, où il est détenu pour une autre affaire. Les agresseurs du vieil homme sont peut-être parmi eux, mais les policiers disposent de peu d'éléments pour les confondre. Il n'y a pas de preuve comme ça. Non. Aucune. En fait, on n'a pas grand-chose. On n'a pas d'ADN, on n'a rien. Enfin, si, peut-être de l'ADN. On a un mégot qui est trouvé, mais à l'extérieur, dans une partie commune, qui appartient à personne de l'immeuble. On ne sait jamais, c'est peut-être trop important, tu vois. Qui dit ADN dit prélèvement. Un spécialiste de l'identité judiciaire s'en charge. Le laboratoire de la police scientifique effectue les analyses ADN des 6 suspects interpellés. Le dénouement va se jouer pendant le huis clos d'une garde à vue marathon. Soit l'affaire se résout grâce à des aveux circonstanciés, soit le dossier ne tient pas et les gardés à vue sont libérés. Vous allez suivre une partie de poker menteur. Pour commencer, Marc, extrait de sa prison pour une autre affaire, va donner une précision capitale. Monsieur Maïs avait été séquestré, enfermé dans ses toilettes. Il lui avait donné à manger, à boire et à manger. On a retrouvé des brioches, des fruits et de l'eau. Donc dans les toilettes. Et un détail, c'est que les fruits, c'était des bananes. Et le seul qui nous a parlé des bananes, c'est lui. Ça n'était pas marqué dans les journaux. Soit, première hypothèse, il y était. Soit, deuxième hypothèse, effectivement, on lui a raconté. Et votre sentiment? Sentiment? Je pense qu'il y était. Et le jeune homme va se contredire sur un autre détail. Les policiers connaissent le mobile de cette agression. En effet, 2 jours avant sa mort, la victime avait touché un acompte sur la vente de son commerce. 5 000 € en billets de 500. Mais juste avant d'être agressée, elle avait déposé l'argent à la banque. Une information ignorée par ses agresseurs. Le suspect numéro 1 évoque l'existence de ces billets. Ils ont volé 10 billets de 5... J'ai dit non, de 50 €. 500 €. Pourtant, le jeune homme s'accroche à une version pour expliquer qu'il possède toutes ces informations. Il dit que quelqu'un lui a tout raconté. Qui? Mystère. Il ne veut pas le révéler car il se sent en danger. Je crois qu'il a peur de se faire tuer si jamais, selon ce qu'il balance, quoi. Vrai ou pas vrai, s'il balance des gars, il sait qu'il prend des risques. Le doute s'installe parmi les enquêteurs. L'un d'entre eux, l'un des policiers arrivés en renfort, commence à croire à la version du jeune homme. Non, mais moi je pense que ce qu'il dit, ça peut tenir la route. Hein. Pour moi, ça peut bien être la vérité. Hein. Ce qu'il dit depuis le début, il dit la même chose. Hein. Les heures passent et se ressemblent. Les policiers n'obtiennent rien des 2 suspects. Les enquêteurs décident alors de hausser le ton. L'affaire, elle est grave. On n'est pas venu à 6 h du matin. Hein? T'es pas tout seul dans cette histoire, il n'y a pas que toi. On veut savoir ce qui s'est passé. L'affaire, elle est très grave. Par contre, là, toi, t'es tout seul devant nous. C'est vrai qu'il faut pas les mettre en confiance, quoi. Faut pas les laisser mener la barque. C'est toi qui mènes la barque. C'est-à-dire c'est toi qui dirige le débat. Tu les orientes où tu veux aller, quoi. Hein. Alors toi, t'entends plein de trucs, mais tu sais pas qui te le dit. Tu sais pas qui te le dit parce que c'est peut-être toi qui le sais tout simplement. Tu crois pas? La stratégie des policiers finit par porter ses fruits. Marc donne les noms de 2 caïds qui sauraient des choses. Une confrontation est donc organisée. Mais avant le début du face-à-face, en dehors de la présence de notre caméra,
Marc et les 2 hommes qui l'a balancé se déchirent. Donne des noms comme ça là, t'as cru c'était ça la vie? T'as de la chance, il y a les menottes là, je t'aurais cassé ta bouche, sale gamin de merde. Comment se fait tu me mets dans cette merde, moi? J'ai pas compris, sale bâtard. Mais t'es malade ou quoi? S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez pas m'enlever les menottes? J'ai pas le droit de se rappeler là. Pas pour le moment. Je crois pas que t'es en prison, que ça y est, en prison tu seras pas tranquille. T'es pas protégé là-bas. C'est encore pire que dans la rue. Tes petites fesses, ils vont les défoncer. C'est même pas de la balancerie, c'est pire. C'est quand tu balances quelqu'un, c'est quelque chose, mais ça, c'est pire. Déjà qu'ils aiment pas les balances en prison. Après plus d'1 heure de confrontation, les 2 hommes sont finalement disculpés. Mais les jeux ne sont pas encore faits. Cette fois, Patrice, l'enquêteur si sûr de lui, est envahi par le doute. Les autres l'ont menacé, hein. Ouvertement, hein, bon. Non, puis t'as vu un peu, c'était pas des menaces déguisées. Hein. C'est pour ça qu'on les a menottés dans le dos, parce qu'à mon avis, ils sont dessus, là. Bon, peut-être qu'il va se confier, hein. Patrice a vu juste. En son absence, presque à la fin de sa garde à vue, Marc décide de se confier au policier envoyé pour le remonter de sa cellule. Je l'auditionne. Souvent, quelqu'un qui a quelque chose à dire préfère avoir affaire qu'à un seul enquêteur. 2, 3, c'est l'interrogatoire, quoi. Là, je me confie, donc c'est de la confession, on va dire. Mais quelle vérité le jeune homme veut-il lui livrer? L'enquêteur et le détenu vont s'enfermer pour un long tête-à-tête que nous n'avons pas pu filmer. Bribe par bribe, la lumière se fait jour sur ce cambriolage qui a tourné au drame. Ce policier va parler à ses collègues de la confession à laquelle nous n'assistons pas. Ils étaient 3. Un qui attendait en bas et 2 qui sont montés. Amine est monté. Cette fois, le jeune prisonnier se lâche et son confident annonce la nouvelle au responsable de l'enquête. Ah bon? Ouais. Surtout les complices? Ouais. Non, les complices, il m'a dit, moi je prends tout pour mon cul. Je vous dis pas avec qui je suis, mais il m'explique comment il a fait et tout, comment il a enfermé le vieux, comment ils sont passés tous les 3 par la fenêtre, aujourd'hui là. Ils sont passés les 3 par la fenêtre, ils ont enfermé le vieux dans les chiottes. Le jeune extrait de sa prison ne donne pas les noms de ses acolytes, mais ses complices présumés sont identifiés par les enquêteurs. Le premier, c'est Jean-François, qui avait été arrêté chez ses parents à l'Aube. Le second est venu se livrer et il va devoir s'expliquer. C'est bon? Ouais, si. En plus des aveux, les policiers ont encore une carte dans leur jeu. Et le laboratoire leur apprend que c'est un atout maître. Oui. D'accord. À tout à l'heure. Alors là, maintenant il pourra se rétracter. Hein. Qu'est-ce qui se passe? L'ADN prélevé sur le mégot, c'est celui d'Abdel. On vient d'avoir le résultat au téléphone. C'est lui. C'est lui. Maintenant, il pourra toujours essayer de se retracter. Non, il va. La garde à vue du suspect numéro 1 se termine. Il sera présenté au juge. Le policier qui l'a confessé est satisfait. Bon, ben voilà, il a fait des aveux circonstanciés. L'enquêteur éprouve même de la compassion pour le jeune détenu qui lui a avoué et regretté la mort de la victime de ce cambriolage raté. Il n'y a pas de problème, il file des détails. Il regrette profondément. Il a dit, il m'a même dit, parce qu'il est en prison actuellement, il m'a dit tous les soirs je prie et je demande à Dieu de me pardonner pour ce que j'ai fait. Il dit, non pas que j'ai voulu qu'il meure ce type-là, mais quelque part il dit je sais que c'est un peu de ma faute qu'il est arrivé là, quoi. Il me dit il le regrette. C'est déjà bien qu'il le regrette. Voilà.